Quand j'étais petit, je voulais être volcanologue. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Être styliste, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Je voulais être archéologue quand j'étais, je crois, au CE1 ou au CE2. Mon rêve, c'est de rêver éveillé. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à découvrir les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Mathilde Chevalier, consultante pour les entreprises. Je propose des accompagnements individuels sur mesure et j'anime des ateliers en groupe en m'appuyant sur l'intelligence collective. J'accompagne à la fois sur le mindset entrepreneurial et sur les étapes de projet concrètes et opérationnelles pour développer ton activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Belle écoute. Je pense que c'est une belle course. C'est une belle course qui est assez ouverte, puisque toi, avec un petit budget, tu as réussi à la faire. Donc elle est assez ouverte. C'est une belle aventure. Et puis c'est quand même une transat sur un 6,50 m en solitaire. Donc 2 semaines et demie en mer, il faut les faire. C'est une épreuve aussi. Mais c'est une belle course. Jean-Baptiste, j'ai envie de commencer par une première question. Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petit? Et est-ce que tu es resté fidèle à ce rêve aujourd'hui? Alors, je sais pas si j'avais un rêve en particulier, mais moi j'aimais bien Peter Pan quand j'étais petit. Donc il y avait des pirates, un monde imaginaire, tout ça. Donc je sais pas si je suis resté fidèle, mais je suis resté rêveur, quoi. Et tu voulais pas grandir? On peut pas vraiment dire que j'ai grandi. La seule différence, c'est que j'ai du pouvoir d'achat maintenant. Je peux faire des emprunts, quoi. Ouais, Peter Pan, l'aventure, les voiles, les pirates. Tu rêvais de couper la deuxième main du capitaine Crochet? Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un peu d'escrime, peut-être. Ah, peut-être. On en discutait avant cette interview et tu faisais de l'escrime. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la voile. J'ai découvert que tu avais fait une mini transatlantique et j'aimerais savoir comment finalement tu es arrivé déjà à pratiquer la voile, jeune ou pas. Alors c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que mes parents ont acheté un voilier du coup en Méditerranée à Gruissan quand j'avais 2 ans. Et en gros de mes 2 ans jusqu'à on va dire 17-18 ans, j'ai passé quasiment toutes mes vacances ou au moins la moitié des vacances sur ce bateau familial, quoi. Donc c'est vrai que quand j'étais petit, j'aimais pas du tout ça parce que j'avais peur d'aller au large, j'avais peur de pas voir la côte et en plus quand tu grandis, que tu passes les vacances d'été dans je sais pas combien de mètres carrés il y a, mais collé à ton petit frère, tes parents, alors que toi tout ce que tu veux c'est aller faire de la fête avec tes copains, c'est un peu raide. Mais ça a dû laisser des traces, tu vois, parce que au final c'est en faisant mes études parce que du coup je fais des études d'ingénieur que je me suis dit que moi ce qui me plaisait vraiment c'était les bateaux, quoi. Et donc de fil en aiguille, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme bateaux de plus, les plus technologiques, où tu pars dans les bateaux de guerre, donc les sous-marins, tout ça, ou c'est les bateaux de course, quoi. Et après c'est un petit peu parti en cacahuète, on va dire. Mais quand même pour revenir sur ces souvenirs d'enfance, quand vous partiez déjà sur des longues croisières de plusieurs semaines du coup? Ou vous touchiez pas terre? Non, pas du tout, c'était vraiment à la journée. Non, c'est juste moi, j'avais peur. Ok, d'accord, parce que... Ah non, je te rassure. En général, la balade classique, c'est qu'on sortait du chenal, on faisait éventuellement le tour du parc à moules, qui est, je sais pas, à 2000 de l'entrée du port, quoi. On revenait, on jetait l'ancre devant la plage, et puis on pouvait nager de la plage jusqu'au bateau, quoi. Faut pas vraiment dire que c'était le grand large. Ouais. Et déjà là, à cet âge-là, t'avais peur en tout cas de plus voir la côte. Et quelle était la peur derrière ça? Je pense que c'est la peur de quand t'es petit, que t'as vu les dents de la mer, tu vois. Moi, j'avais peur qu'il y ait un requin, j'avais peur des tempêtes, alors qu'en fait, c'est quand même un peu différent dans la vraie vie, heureusement. Ouais. Oui, moi aussi, quand j'étais jeune, j'évitais de regarder les dents de la mer avant l'été, parce que je savais que ça allait influencer ma baignade, tu vois. Complètement. Voilà. Je vois très bien, ouais. Du coup, vers tes 17-18 ans, tu décides de choisir tes études. Tu te diriges vers des études d'ingénieur. Et comme tu le disais, finalement, tu te rends compte que ce que t'aimes, c'est les bateaux. En fait,
moi, on me disait, enfin, j'ai eu des bonnes notes au lycée, et du coup, on me disait de faire une étude d'ingénieur, sauf que j'aimais pas spécialement l'école, tu vois. Et donc, pour quelqu'un qui aime pas l'école, je me suis retrouvé en maths sup, maths spé, ce qui est quand même pas un super bon calcul non plus. Mais au final, c'est quand même bien passé. Le truc, c'est que comme je savais pas trop ce que je voulais faire, tout le monde me disait d'aller plutôt dans les avions, tout ça. Et en fait, c'était au moment, tu vois, de choisir les écoles d'ingé en deuxième année. Je me suis dit, moi, les avions, en fait, j'en ai rien à faire. Ce qui me plaît, c'est bah, du coup les bateaux pirates, le Vendée Globe, tous ces trucs-là, quoi. Et donc là, de fil en aiguille, j'ai essayé de tricoter un peu pour. Bah, je suis parti dans une école à Besançon. Donc, pour la petite histoire, c'est quand même le département le plus éloigné de la mer, ce qui n'était pas un super calcul. Mais en fait, il y avait une passerelle pour aller à l'Ensta-Bretagne. Donc, en fait, j'ai fait une super école de mécanique à Besançon et j'ai quand même réussi à me spécialiser en architecture navale à Brest, quoi. Et en fait, c'était, tu vois, mes premières vraies démarches pour aller vers la course au large. Parce que je savais qu'en étant ingénieur et avec une formation d'architecte naval, j'arriverais par un moyen ou un autre à me rapprocher des bateaux de course, quoi. Mais quand tu dis ça, ce que j'entends, c'est que tu avais déjà peut-être le projet en tête. C'est le cas ou c'est arrivé? En fait, c'est que c'est arrivé super vite, tu vois. Du moment où je me suis rendu compte que j'aimais ça, je me suis fait foudroyer, quoi. C'est la passion exclusive. Et ouais, enfin, j'ai mis toute mon énergie dedans, quoi. Et à me renseigner partout. Je me souviens, je pense qu'on était à peine rentré en école d'ingénieur, que j'avais déjà 1 ou 2 bouquins d'architecture navale, que je lisais le soir. Je regardais tous les documentaires que je pouvais trouver, même vraiment les vieilles vidéos des tout premières courses au large, tu vois, où tu avais des tout petits reportages. Et en fait, c'est con, mais ça construit un mythe, quoi. Donc, tu vois, acheter des bouquins, tu essaies de comprendre ce qui se passe, puis tu vois tout le monde qui te parle d'éléments, d'architecture, tout ça. Donc, tu as une formation qui te permet de comprendre à peu près ce qui se passe. Et en plus de ça, bah, tu as le rêve, quoi. Donc, moi, ça m'a motivé. Puis j'ai un peu ce côté-là où quand il y a un truc qui me plaît, j'y vais vraiment fort, quoi. J'y mets beaucoup d'énergie. Est-ce que tu te souviens de la période où justement tu as été foudroyé, où ça devient une évidence? Parce que il y a un contraste entre ce que tu racontes de tes vacances d'été avec tes parents Bah, et ce coup de foudre. et ouais, c'est vrai que c'est assez curieux, mais je me souviens vraiment précisément de ce moment-là. Tu vois, j'étais dans mon petit lit à l'internat en prépa, et je regardais, je pense, sur mon téléphone encore une vidéo de bateau, et puis là, je tombe, tu vois, sur l'Hermione, qui est une réplique d'une frégate, de je sais plus quel siècle, là, de Lafayette. Et c'est clairement un bateau pirate, quoi. Et là, je vois, mais c'est un truc de ouf. J'apprends qu'on peut naviguer dessus. Et en fait, de là, je me dis, mais comment je fais moi pour naviguer dessus? Et donc, tu vois, j'ai commencé à regarder marine marchande, marine nationale, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est parti de là, quoi. Mais j'ai vraiment un souvenir précis où, ouais, un coup de cœur en me disant, mais en fait, ces trucs-là existent. C'est pas que dans les livres d'histoire. Et juste, ça me fait rêver, quoi. Jean, tu seras le chef. J'essaierai de m'en montrer digne, mon général. En avant, marche! N'aie pas peur, suis-moi. Oh, Michel, sois très prudent. Allez, viens, Wendy. Allons voir les sirènes. À la file indienne, indienne, indienne. Nous sommes la file indienne. Nous marchons en chantant. Tidam, tidi, attirez. Du coup, pendant tes études, tu te diriges vers et la mécanique et la mécanique à Besançon et l'architecture navale à Brest. Donc c'est 5 ans d'études, hein, si j'ai bien... Ouais, au total, ouais, c'est ça. T'as 2 ans de prépa et 3 ans d'école d'ingé, ouais. C'est ça, tout compris. Tu sors de tes études, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, j'ai trouvé, pareil, tu vois, j'ai fait vraiment du porte-à-porte quand je cherchais mon stage de fin d'études. Et en fait, j'avais trouvé une entreprise au Sable d'Olonne qui avait fabriqué un bateau de course et qui cherchait un ingénieur, en fait, pour faire du calcul de structure, ce genre de choses. C'est quoi du calcul de structure? Du calcul de structure, c'est calculer le dimensionnement, typiquement d'un bateau, combien tu mets de fibres de verre à quel endroit, comment est-ce que tu mets la structure, quelle charge il y a, par exemple, dans le mât, pour mettre à peu près la bonne quantité de matière de renfort aux bons endroits pour optimiser le bateau, quoi. Enfin, tout déjà, tout simplement pour pas que le bateau se casse, mais après pour l'optimiser, quoi. Ça, c'est typiquement ce que j'ai fait pendant mes études. Donc c'était génial, quoi, tu vois, je termine mes études et direct après, j'embraye dans un truc de course au large. Sauf que ce qui était un peu moins bien, c'est que tu vois, quand tu es en école d'ingénieur, en fait, tu es vraiment avec des professeurs enseignants-chercheurs qui sont très, très, très pointus dans leur domaine. Et donc, en fait, tu as face à toi un peu toutes les 2 heures, une nouvelle mine de savoir
Et donc, quand ça te passionne, c'est génial parce que tu peux vraiment creuser les sujets, tout ça. Sauf que quand tu arrives dans un chantier, la priorité des gens, c'est de construire et d'être rentable, ce qui est en fait un métier complètement différent. Et donc, tu vois, j'ai fait 3 mois comme ça dans ce chantier en me disant, bah, ok, c'est génial. Par contre, je sais que là, il faut que je progresse. Et donc, toujours dans mon calcul, tu vois, pour faire de la course au large, en fait, je suis parti de ce chantier pour retourner travailler dans une boîte où j'avais fait un stage pendant mes études qui était extraordinaire avec, là, pour le coup, on travaillait sur les sous-marins, donc c'est pas tout à fait des bateaux de course. Par contre, technologiquement parlant, c'était tous mais des machines de guerre, quoi. Et donc là, pareil, tu te retrouves, toi, frêle étudiant, à peine diplômé, quoi, avec que des machines de guerre, des ingénieurs comme tu vois dans les films, un peu savant fou. Et c'était une boîte avec 12 personnes, bah, elle s'appelle Photospace. Et là, clairement, tu vois, moi, j'ai trouvé des mentors un peu. Et donc, en fait, j'ai passé 2 ans. Mais pareil, tu vois, en fait, j'ai fini par démissionner. Et c'est là que j'ai lancé mon projet Mini Transat, quoi. Parce qu'en fait, bah, ok, j'apprenais des trucs extraordinaires. J'avais toujours ce rêve en moi de naviguer. Et donc, en fait, j'ai pas tenu, quoi. Il y a 2 questions qui me viennent dans ton parcours. Dans ton premier job, ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est que finalement, comme l'objectif c'était la rentabilité et la rapidité d'exécution pour que ce soit rentable, finalement, tu n'as pas appris grand-chose. Tu as fait si, rentable. j'ai appris énormément de choses. Le problème, c'est que c'était pas de l'ingénierie, quoi. C'était vraiment de la construction pure. C'était plus de la mise en application que de la conception. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'avais appris que la conception. Et donc, je sais que je sortais d'école, entre guillemets, mes cours étant encore frais. Et donc, bah, pour ma formation, l'idéal, c'était de me retrouver avec d'autres ingénieurs qui, du coup, auraient vraiment pu me permettre de compléter tout ce bagage théorique pour le rendre justement pratique. En fait, je suis arrivé trop tôt dans ce truc-là, quoi. Tu vois, même pour eux, j'étais pas. En fait, ça se passait super bien parce qu'humainement, on s'entendait très bien. Mais c'était plutôt en termes de compétences, quoi. J'avais pas du tout les compétences alignées avec ce qu'eux attendaient. Et inversement, quoi. Tu vois, moi, j'étais vraiment très calcul, très ordinateur, et eux, ils étaient très chantier. Ouais, dans la matière. En fait, exactement, quand toi, tu passes ton temps, un exemple tout bête, tu vois, moi, je passe mon temps à calculer combien de vis on met pour faire tenir une cadène de bateau, et eux, la question qui se posait, c'est plutôt quel fort on achète, quoi. C'est pas vraiment la même chose. Mais du coup, maintenant, je pense que je suis à peu près opérationnel sur les 2 tableaux, et ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc, tu vois, au final, j'ai été diplômé en 2020, en 2025, c'est pas si mal. Enfin, je trouve. En tout cas, ce que j'entends, c'est que même en ayant fait une école prépa et une école d'ingé, finalement, tu sors de ces 5 ans d'études avec un apport théorique extrêmement solide. Hein, c'est pas du tout ça que je remets en question. Mais finalement, t'as pas été, comme ça pourrait être le cas dans l'alternance, sur le terrain pour finalement comprendre ce qu'il faut sur le terrain, quoi. Ah, mais complètement. Et ça, typiquement, moi, si j'avais su, j'aurais fait de l'alternance, quoi. Ouais. T'apprends tellement de choses. Et puis, en fait, t'apprends tellement de concret, d'utile. Alors, je pense que c'est très bien, du coup, aussi tout le théorique, parce que quelque part, ça te forme un peu le cerveau. Je sais pas comment dire, tu vois, mais c'est des choses que tu apprendras qu'en université. C'est impossible d'apprendre ça tout seul chez toi, ou alors, faut ou être très très fort, ou trouver vraiment une énergie folle à mettre dans du bachotage après le boulot, quoi. Ouais. Mais globalement, non, c'était quand tu sors d'une école d'ingé, t'es vraiment très loin du chantier, quoi. Ça, en fait, les étudiants, je pense qu'ils l'ont passé dans la tête, mais nous, typiquement, maintenant, je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière. Quand je reçois un stagiaire ou quelque chose comme ça, en fait, le premier truc qu'on fait, c'est un peu de casser son côté scolaire, tu vois. Par exemple, un truc qui est flagrant, c'est la recherche de résultats immédiats. En fait, quand t'es en école d'ingé, on te donne un exercice, que t'es bon ou que t'es pas bon. Soit c'est une note, auquel cas c'est un peu pénible parce que ça va flinguer ton semestre, mais sinon c'est juste un exercice, t'attends la correction, quoi. Mais en fait, dans le monde du travail, ça n'existe pas, c'est-à-dire que où tu trouves une réponse, ou le projet est arrêté. Oui. Et donc en fait, c'est un peu la totale différence, quoi. C'est-à-dire que tu vas donner quelque chose à quelqu'un, il va te sortir quelque chose sans vraiment avoir la notion en tête d'importance de son résultat, quoi. Oui, d'accord. Et ça, tu vois, c'est un peu ce qu'on appelle le côté scolaire. Ou alors, ils vont attendre que tu dises quelque chose. Tu vois, comme tu serais un peu le professeur. Alors, c'est normal au début, tu vois, tu sors de l'école, faut être hyper indulgent avec ça. Au contraire, le but du jeu, c'est pas du tout de casser quelqu'un, de tout. Mais en fait, ce qui est dur, c'est ça. C'est les quelques premiers mois, tu vois, où ça y est, t'es lâché dans le grand bain de la vie active. Faut vraiment, je sais pas s'il y a des futurs ingénieurs qui écoutent, faut vraiment se mettre dans ce mode-là, quoi. L'école, c'est fini. Là, en fait, c'est la vraie vie, quoi. Quand on achète quelque chose à une entreprise, il y a une chose à produire et c'est pas une notation.
En fait, on s'en fout. C'est soit 0, soit 20, quoi. L'entre-deux, il n'existe pas vraiment. Ouais, c'est peut-être s'il y a des étudiants ou des futurs étudiants qui nous écoutent, ce serait génial. J'adorerais que des gens de 20 ans là écoutent ce podcast, ce serait vraiment chouette. En fait, d'avoir bien conscience quand tu choisis ton circuit, ton parcours universitaire, d'être bien conscient que tu vas être beaucoup dans le théorique. Tu vois, que ce soit la faculté ou les écoles, hein. Pour moi, c'est le même résultat à la sortie. Complètement, ouais. À la fac, tu as un peu plus de temps pour être sur le terrain, mais tu as un petit peu plus de temps. En tout cas, d'être attentif déjà aux apports théoriques de la formation, d'être exigeant sur cet apport théorique-là, et d'être conscient que en 5 ans d'études, on peut aussi prendre le temps d'aller sur le terrain. Tu vois, ça peut être aussi une curiosité du week-end, d'aller, par exemple, en l'occurrence pour toi, tu vois, d'aller sur les chantiers le week-end, de rencontrer des gens. En fait, de constituer déjà un réseau pour être sur le terrain à la sortie des études, quoi. Pas d'arriver frais comme un gardon sans avoir cette culture professionnelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et, tu vois, en fait, là où moi je vois l'énorme différence, c'est ce que tu as dit, c'est entre les alternants et ceux qui étaient en cursus, alors j'ai plus le nom exact, mais on va dire cursus classique, quoi. Ouais. Et effectivement, ouais, c'est flagrant, quoi. Moi, j'ai passé mon dernier semestre avec des alternants, et en fait, quand on était en cours, on voyait la différence, ils étaient extrêmement efficaces. Et tu vois, la différence que tu te dis, pourtant c'est les alternants, ils ont moins d'apport théorique, ouais, mais en fait, non. Eux, ils ont le savoir qu'il faut, tu vois. Ouais, ils ont le bon cette savoir. démarche d'aller chercher l'info au bon moment, plus tout le background. Mais ça existe déjà, tu vois. En fait, c'est institutionnalisé, ça s'appelle les stages. En fait, si tu fais des stages toujours très protégés, dans des grands bureaux, tout ça, le jour où tu vas t'approcher d'un chantier, tu vois, avec des gens un peu brus, qui du coup accumulent la pénibilité du travail, des tâches, tout ça, c'est pas la même mayonnaise. Des fois, tu peux te faire un peu cueillir, ouais. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais pour le coup, j'ai du bol. Mais tu vois, typiquement, en fait, quand j'ai démissionné de Photospace, je repense à ça, mais ce qui était génial dans cette boîte, c'est qu'en fait, on faisait la conception, donc on travaillait vraiment le cahier des charges, après on faisait toute la partie ordinateur, ce que je t'expliquais, tu vois, calcul, structure, dimensionnement, puis après on passait à la fabrication. Et donc en fait, comme c'était une boîte où on faisait que des prototypes, enfin en grande partie, cas pour moi, pareil, tu vois, ce que j'avais conçu sur l'ordinateur, j'allais voir l'usineur qui me fabriquait ma petite pièce, et je me souviens qu'on m'a dit plusieurs fois très clairement que si je redessinais une pièce aussi pourrie, c'est moi qui allais l'usiner, quoi. Et là, tu vois, tu sors au frais, et en fait, ça te remet les pendules à l'heure. Et en fait, c'est pareil, tu vois, quand t'es ingénieur mécanique, on t'apprend à faire des plans. Mais donc, tu vas faire une pièce hyper compliquée, que tu vas trouver hyper jolie, plein de détails. La réalité du terrain, c'est qu'il y a quelqu'un qui va devoir la fabriquer. Et donc, il y a des détails qui sont très pénibles à usiner et qui servent à rien, foncièrement parlant, quoi. Le petit cœur n'était pas indispensable sur la pièce, Ouais, Jean-Baptiste. Faire signer ma pièce JB à la fin, c'était pas nécessaire, tu vois. Non, mais tu vois, en fait, c'est bête, mais c'est vraiment ça, quoi. Ou alors, souvent, ce qui coûte cher en mécanique, c'est de manipuler les pièces. Tu demandes au mec qui a bridé la pièce, tu vois, avec des grosses vis de serrage pour pouvoir l'usiner avec une grosse fraise pour pas que ça vibre trop. Tu dis, maintenant que tu as fait ça nickel et que tu m'as fait 2 petits trous de ce côté-là, tu vas la retourner pour me faire 2 petits trous de l'autre côté. Et là, en général, les mecs, ils t'insultent, quoi. Sauf quand il n'y a pas le choix, mais des fois, quand tu fais une pièce qui fait, je sais pas, 5 grammes, ça va, quoi. Mais quand tu as des grosses pièces, tu vois, qui sont vraiment avec des... Quand tu viens usiner, il y a beaucoup d'efforts dessus. Ouais, les gars, ils râlent un peu. Mais normal. Surtout quand c'est pas nécessaire. Et en fait, tu vois, d'être passé par cette entreprise-là avec des gens hyper pragmatiques, avec un background de ouf, c'est génial parce que je pense que j'ai gagné pas mal de temps d'expérience là-dessus, quoi. Mais parce que, tu vois, il y avait un peu, je pense, une atmosphère qui était propice pour l'apprentissage de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de partage, beaucoup de rigolade aussi. Donc en fait, quand tu sors d'école d'ingé, que tu es un peu complexé par le fait que du coup, toi, tu sais juste parler de tout, mais tu sais pas faire grand-chose, ça aide pas mal en fait. Et je pense que c'est surtout tous les jeunes qui vont être diplômés, tout ça, déjà, il faut qu'ils aient un état d'esprit en sortie d'école. Tu vois, s'ils sortent là un peu en mode je sais tout, on se prend des bâches, il n'y a pas le choix. Souvent, c'est surtout les personnes qui vont rencontrer, tu vois, tes premiers employeurs, tout ça, tu es quand même très novice, tu n'as pas forcément... le caractère aussi pour t'opposer, tu vois, quand on abuse un peu, quand on te râle dessus. Et donc, c'est pour ça, c'est bien de tomber sur des gens bienveillants, quoi. Strict, parce qu'il faut que tu apprennes correctement, mais des personnes bienveillantes. Ouais, ferme et juste. C'est ça. Mais tu vois, ça, c'est un peu, c'est la roulette, hein. Et donc, j'espère, tu vois,
si, tu vois, pareil, il y a plein de gens qui ont des stagiaires qui écoutent ton podcast, il faut penser à être un peu bienveillant, quoi. Parce que même moi, tu vois, je me suis rendu compte que des fois, j'ai perdu patience avec des stagiaires qui méritaient absolument pas que je perde patience, quoi. Mais le problème, c'est que tu sais, tu es dans l'entreprise, donc tu as une espèce de pression, de timing, quoi. Et donc, faut dépêcher. Et du coup, le pauvre petit qui sort, le piou-piou, qui sort d'école, tu vois, là, bam, tu les mets au même rythme que tout le monde, c'est pas possible, quoi. Mais ça, tu vois, c'est pareil. Au final, la voile et tout, en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu as conscience de ça, que c'est pas parce que tu as étudié quelque chose que tu sais la fabriquer, que tu sais la mettre en application. C'est pas parce qu'une personne déboule dans ton environnement qu'elle est forcément si pertinente et aussi efficace que toi dès le début. C'est bien de l'avoir en tête, quoi. Tu vois, ça rend un peu tout plus humain et puis ça rend les relations vachement plus faciles parce que tu baisses ton niveau d'attente. Et donc forcément, si toi, t'es pas hyper exigeant envers quelqu'un, ça te permet d'être aussi plus attentif à comment la personne se comporte. Parce que t'es pas focalisé sur le fait que non, faut que tu m'apprennes ci, non, faut que tu fasses ça, machin. Tu vois, tu prends ce qu'il y a à apprendre, quoi. Comment reformuler ça? Le mot qui me vient, c'est d'être attentif les uns aux autres. Tu vois, c'est ça, ouais. À la fois quand toi, tu sors de tes études et que tu l'as très très bien dit, tu peux parler de tout, mais tu sais rien construire. J'aime beaucoup j'aime beaucoup cette expression parce que ça amène à beaucoup d'humilité, mais à aussi observer son environnement. C'est-à-dire, j'ai des connaissances, mais maintenant, il va falloir les transformer dans la matière. Et de l'autre côté, effectivement, pour ceux qui accueillent des stagiaires, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, c'est être aussi attentif à ce qu'on peut transmettre et partager avec l'autre, quoi. Complètement. Et de sortir de ce formatage de rentabilité, tu vois, c'est presque ralentir le temps pour accueillir quelqu'un qui est là pour apprendre, tu vois. Et du coup, on arrive dans une vraie et une belle rencontre entre... dans la transmission, tu parlais de mentor, tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Ça fait écho pour moi aussi parce que pendant mes études, j'ai eu des mentors. Tu vois, ça fait 15 ans que je suis sortie de mes études et je les contacte encore parfois pour leur demander des choses, pour me faire... Tu vois, presque pour me faire une piqûre de rappel sur « Ah oui, c'est vrai, lui... Je me souviens d'un prof, notamment François Poutier, qui avait, dans mes études culturelles, vraiment accentué sur la spécificité des territoires, sur vraiment le fait d'aborder toujours un projet avec ses spécificités, ses caractéristiques, et qu'on ne pouvait pas copier un projet d'un territoire à un autre. Donc ça, c'est à l'échelle d'un projet culturel, mais contactez vos mentors si vous en avez. Tiens, prenez des nouvelles, c'est la première invitation du podcast. Allez, prenons des nouvelles de nos mentors. Non, mais tu vois, j'y pense, mais en plus, c'est pareil. Une phrase, moi, qui me résonne souvent, là, c'était, du coup, je pense que lui, pour le coup, c'est vraiment mon mentor, tu vois. Et Antoine Guenin, il fait pas du tout de voile, il déteste ça. mais il me disait un truc, c'était, pense toujours à comment va être utilisé ce que tu fais, quoi, ce que tu conçois. Et ça, mais tu vois, pour avoir préparé, du coup, des bateaux de course, là, ça fait, je pense, 2 ans, 3 ans que je fais que ça. De où je les bricole, où je les prépare, où je navigue dessus. Et en fait, c'est toujours le même triptyque, quoi. C'est que tu fais quelque chose, tu le places à un endroit et tu te poses la question, comment ça va être utilisé, par qui, pourquoi, les agressions extérieures. Est-ce que, un truc tout bête, tu vois, mais tu mets une petite pochette dans la descente du bateau, tu penses que c'est une super idée, parce que tu dis c'est super, hein, tout ce qu'il a dans les poches, le mari va pouvoir les mettre là. Là, tu penses que ça fait un truc super pratique. Et en fait, en pratique, dans les bateaux de course, tu matoses, donc c'est-à-dire que tu déplaces tout le matériel d'un bord à l'autre pour optimiser le poids du bateau, quoi. Donc vraiment gérer son assiette et tout. Mais des fois, c'est un vrai déménagement, quoi. Puis quand tu commences à avoir de la mer et tout, ça tabasse. Et en fait, ta pochette, elle est en plein milieu du passage. Donc en fait, tu penses que c'est une bonne idée et ça fait chier tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment, tu vois, ce truc, faut être hyper attentif à ça. Et si tu penses à ça, t'es obligé de progresser. Parce que du coup, t'as l'œil, en fait. Ça t'oblige à avoir l'œil. Mais après, je pense que c'est vrai dans les domaines techniques, je m'y connais moins pour le reste, quoi. En tout cas, le mot qui me vient, moi, dans la gestion de projet, c'est de la question des usages. En fait, c'est que ce soit une pièce ou un événement ou un atelier, tu vois. Je crois que quel que soit le métier, c'est comment ça va être utilisé, comment ça va être réinvesti, tu vois, si c'est un service ou une formation. Finalement, c'est comment tu passes de la théorie où tu as visualisé ok, la petite pochette, là, en théorie, si je la mets là, avec tout ce qui va se passer sur le bateau, là, c'est le meilleur endroit où elle peut être.
et puis après tu confrontes au réel. Et dans une formation ou que sais-je, c'est ça, une prestation de service, comment ça va être réinvesti après? Tu as l'apport théorique, mais finalement, comment ça va être intégré et réinvesti après? Donc, effectivement, cette question de l'usage, c'est une autre invitation que j'aimerais vous proposer pour vous qui montez vos projets. Tu vois, l'invitation, ça serait de visualiser finalement tout le déroulé pour une pièce, de tout ce qui va se passer autour de cette pièce. Ah bah c'est exactement ça, hein. C'est le rôle d'un cahier des charges bien fait, tu vois, d'une bonne réunion entre équipes, Ouais. avec un client et tout. Tu vois, nous, même pour tout, en fait, même pour le sponsoring, tu vois. On en parlera. Bah oui, mais tout est comme ça, quoi. Si tu faut vraiment te poser la question de à quoi ça va servir, pour qui. Et en fait, c'est pas lié que à la conception de pièces, quoi. Je pense que au final, c'est beaucoup plus large que ça. Enfin, moi, je le vois de ce prisme-là, mais je pense que c'est un truc qui est transposable à beaucoup de domaines. Ouais. C'est donc l'invitation. Visualisez votre projet ou votre pièce dans son ensemble et essayez de tout anticiper, de tout prévoir, de tout observer. Si j'ai bien compris, tu termines tes études, tu as un super premier job, tu as un second job dans les sous-marins. Ouais, c'était super aussi. Qui était super aussi. Quand j'y pense de temps en temps, je suis un peu nostalgique, mais c'est pour la bonne cause. C'est un univers que je connais absolument pas, donc mais on pourrait faire un autre épisode sur les sous-marins, Jean-Baptiste. Ah, si tu veux. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est sur la première mini transat que tu effectues. C'est quoi la transition entre ces deux jobs de fin d'études et cette mini transat? Quand est-ce que tu décides de faire la mini transat, ta première? Bah, en gros, j'en parlais, je pense, la deuxième semaine où je suis arrivé dans cette entreprise-là, du coup, Photospace. Donc, ils étaient au courant. Et en fait, tu vois, j'ai passé la première année, je l'ai passé pour avoir sorti en bon étudiant ma première fiche d'imposition, tu vois, pour pouvoir faire un premier emprunt. Puis du coup, ça s'est vite goupillé comme ça, quoi. Tout de suite, j'ai commencé à chercher les bateaux. Donc, il y a un site qui s'appelle Histoire des Halfes, en fait, qui recense tous les bateaux de course et notamment tous les mini par numéro. Et donc, je me souviens avoir fait un tableur Excel de tous les prototypes qui existaient et d'avoir appelé je sais pas combien de personnes pour essayer de savoir si leur bateau était à vendre ou pas, s'il existait toujours ou pas, et combien. Combien il était à vendre. Et parce que bon, j'avais quand même pas des masses de sous. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver un petit bateau qui était, moi, qui m'allait super. Et pareil, tu vois, j'avais trouvé le bateau. Lui, il était à Lorient, en Bretagne. Moi, je travaillais à Damary-les-Lys, donc c'est le sud de l'Île-de-France. C'est, je crois, c'est à 40-45 km de Paris. Et en fait, tu vois, à partir du moment où j'ai acheté ce bateau, je venais quasiment tous les week-ends, un week-end sur deux en Bretagne. Je dormais dans la voiture. Donc, je bricolais le bateau la journée. Je dormais dans la voiture. Je me souviens, je dormais sur le port de Lorient-la-Base parce que tu avais des douches et des toilettes. Donc, c'était pas mal. Et en fait, tu vois, très vite, tu as ce qu'on appelle l'esprit mini. C'est-à-dire que tous les gens qui font la mini transat, il y a une espèce de communauté qui se crée, tu vois, un peu comme une énorme promo. Donc, le gars chez qui je bricolais mon bateau, il s'avère que lui aussi préparait la mini transat sur un vieux bateau, tout comme moi. Et donc, très vite, il m'a dit de venir dormir chez lui. Donc, tu vois, j'ai quitté le parking pour aller dormir chez lui. C'était sympa. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, c'était assez poussif parce que je t'avoue que tu passes une semaine en tant qu'ingénieur dans un BE à faire des gros horaires. Le vendredi, tu pars à la première heure. Puis le dimanche, tu rentres en pleine nuit, quoi, souvent 1h, 2h du mat. Et en parallèle de ça, du coup, je commence à faire un peu mon repérage vers l'Orient. Il s'avère que, du coup, ma compagne de l'époque, c'est ma compagne d'aujourd'hui. Ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble. Sauf que c'est pareil, on s'est connus pendant nos études. Donc elle était partie travailler à Naval Group Cherbourg. Et donc il fallait organiser sa mutation à Lorient. Et comme ça, moi, je démissionnais et je la rejoignais à Lorient, tu vois. Et parce que Lorient, c'est un peu en France la Mecque de la course au large. Et donc en fait, j'ai un peu tout chamboulé en même temps. Parce que du coup, en quelques mois, j'ai acheté un bateau. Donc je me suis endetté, j'ai démissionné, j'ai emménagé avec ma compagne. Tu vois, c'était quoi? C'était 2022, année chargée, quoi. Et le petit problème, c'est que quand j'ai démissionné, en fait, j'ai pas trouvé de boulot à Lorient. J'ai démissionné parce que vraiment, je savais que c'était ça que je voulais faire. Mais sans job, quoi. Donc, arrivé à Lorient, j'ai été toqué
à toutes les écuries de course au large, notamment du coup aussi dans les usines, les ateliers, les chantiers navals, tout ça. Et en fait, j'ai été pris chez Lorima. Donc, c'est la société qui construit des mâts carbone et notamment les mâts des IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, ceux qui font le tour du monde en solitaire. Là. Et donc, c'était super parce que du coup, j'ai pas dit aux équipes que j'étais ingénieur pour avoir plus de chances d'être embauché. Et ça s'est su quand même, mais... Pourquoi? Parce que tu étais trop gradé, trop compétent? Bah ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, tu vas... là, c'était vraiment pour faire du composite pur et dur, quoi. Absolument pas de conception. Vraiment, prendre de la résine, de la fibre, poser ça et fabriquer un mât, quoi. C'était que de la fabrication. Et exactement, en fait, quand tu sors, que tu vois, tu as un bac +5 en plus 2 écoles d'ingénieurs, maths sup, maths spé, on te regarde un peu, on hausse les sourcils, quoi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Ça, c'est très français, hein, mais, mais tu vois, pour le coup, c'est clairement ça, quoi. Et même dans les équipes avec eux, avec du coup, les ouvriers qui fabriquaient les mâts, j'osais pas le dire, tu vois, parce que pour moi, c'était un coup à ce qu'on commence à me cacher des trucs en disant, si l'ingénieur, il doit bien savoir ça, tu vois. Alors que je savais très bien que là, c'était moi le piou-piou. Je savais rien du tout. Mais donc, en fait, le fait de faire ça, ça m'a surtout permis d'avoir une expérience professionnelle et dans le milieu de la course au large. Parce que dans les bateaux de course, tout le monde connaît Lorima, puisque c'est le premier fabricant de mâts, quoi. Et comme les mâts, c'est un peu quand même ce qui supporte le moteur, qui sont les voiles, t'es un peu au courant, quoi. Donc, le mât sur un bateau, c'est pas un truc qu'on néglige en général. Et tu vois, de ce truc-là, en fait, j'ai eu du bol parce qu'il y a une newsletter qui s'appelle Tip and Shaft. Et je sais pas si tu connais, mais ils font de très bons podcasts sur la voile. Voilà, ça je passe le message aussi. Et en fait, tu vois, en allant sur cette newsletter, ils ont une rubrique qui s'appelle le Mercato. Et où tu vois, tu as tout, justement, les propositions de stage, les gens qui cherchent, je sais pas, un ingénieur, un préparateur. C'est le nom qu'on donne aux gens qui bossent sur les bateaux de course. Et du coup, j'ai postulé pour un job de préparateur, quoi. Et en fait, après m'être pris des vents pendant 1 an et demi, miracle, je suis pris dans une équipe qui va préparer le Vendée Globe, tu vois. Et donc, Trop bien. décembre 2022, ça y est, je suis dans la course là. Je bosse dans une équipe qui a fait le Vendée Globe, donc sachant que le Vendée Globe, ça pour le coup, tu vois, c'est vraiment mon rêve. Bon, lointain, tu vois, c'est l'objectif, mais c'est vraiment le rêve. C'est génial, quoi, parce que j'avais emménagé avec ma copine, j'avais finalement trouvé un boulot à Lorient, alors j'étais parti un peu au culot, quoi. Puis du coup, j'avais mon Mini 650 qui était à peu près pas très très loin de pouvoir être mis à l'eau et de commencer à naviguer. Parce que du coup, j'avais acheté un bateau qui était quand même vraiment mauvais état, tu vois, j'avais réparé les traves, plein de trucs. Donc, tu vois, tout cumulé, c'était grosse année, quoi. Et en fait, tout s'accélère 2023. Et c'est là où il y a eu la Mini Transat, quoi. Ton bateau, tu l'as acheté combien? Qu'on ait un ordre d'idée. Tu peux nous... Première question. Moi, je l'avais acheté, que je dise pas de bêtises, 23 000. En fait, le gars voulait me le vendre 25, mais il y avait l'étrave qui était à réparer. Donc, au final, je l'ai acheté pour 23 000. Ce qui était en fait, maintenant qu'il connaît un peu plus, trop cher. Mais L'étrave, tu peux nous rappeler ce que c'est? l'étrave, c'est l'avant du bateau. C'est vraiment la pointe, quoi. C'est là où il y a c'est là où je me souviens plus des acteurs de Titanic, mais c'est là où ils font la fameuse danse avec la super musique, tu sais. Leonardo Voilà. et Kate. Exactement. Tu vois, c'est ça l'étrave. Moi, j'avais l'étrave en chou-fleur, quoi. Et donc, une fois que tu as acheté ce bateau, tu l'as réparé en 2022, en plus de ton boulot à Lorima. Ouais, c'est ça. Tout, hein. J'ai toujours tout fait en même temps. Le Mini, c'est marrant parce que ça a toujours été à côté d'un vrai boulot. Okay. Donc, c'était dur de faire comprendre aux gens que c'était aussi un vrai boulot. À ce moment-là, tu mets quasiment 1 an pour réparer le bateau, tu as ton boulot et tu prépares la Mini Transat. Comment on se prépare à une Mini Transat? Du coup, en général, ça se fait en 2 ans, tu vois. Tu achètes ton bateau 2 ans avant, si possible dans un état meilleur que celui que j'avais. Et en fait, très vite, tu commences à faire les courses, à naviguer dessus, déjà pour apprivoiser le bateau, parce que c'est des bateaux qui sont quand même assez musclés, quoi. C'est des petits bateaux, donc les charges, en fait, tout est gérable à la main. Par contre, ça part vite en sucette, quoi. C'est un gros dériveur. La seule différence avec un dériveur, globalement, c'est que tu peux rentrer dedans et qu'il va pas se retourner, quoi. Mais ça se comporte de manière assez similaire, hein. Quelle taille? Tu peux dormir tout seul dedans? Ouais, ça fait 6,50 m de long. Mais 3 mètres de large. Et ça fait... en gros, tu vois, quand tu es assis sur le bord du bateau, là, en train de barrer, tu es à 75 cm de l'eau quand le bateau est plein. Donc, c'est pas très, très grand. D'ailleurs, c'est les plus petits bateaux de course au large en France, quoi. Ok, donc tu répares, tu commences à t'entraîner. C'est un grand mot, mais ouais, en gros, c'est ça. Tu vois, j'ai commencé les premières navigations. En fait, c'est que dans l'idéal, tu vois, c'est ça. C'est que tu achètes ton bateau, tu commences à t'entraîner.
Le problème que j'ai eu, c'est que mon bateau était en trop mauvais état pour les entraînements. Et donc, tu vois, toutes les navigations que j'ai faites, mais ça a toujours été un sketch, quoi. Parce que, bah, pas le choix, j'allais au bout de mes navigations. Mais, par exemple, l'anecdote, première fois que je prends mon bateau en solitaire, donc c'était pour faire un convoyage Lorient-Cherbourg, 3 jours de mer, quoi. Et en fait, donc je pars, génial, tu vois, petite brise, en plus soleil couchant, la nuit tombe, le plancton dans les safrans, machin, les dauphins, la fluorescence, la lune, c'est magnifique. Et là, je vois des petits éclairs au fond, puis c'était l'été, donc je me dis, oh, bah, ça va être la fête foraine, tu vois. Non, non, c'était un orage de chaleur. Donc, bam, énorme orage, le bateau qui part en sucette, machin. Bon, bref. Tu vois, baptême du feu dans les 5 premières heures. Et parce que du coup, le bateau, j'ai jamais pris un riz, hein. Bah là, j'en ai pris 3, tu vois. Tu passes un step, quoi. Et ensuite, bah, pareil, je continue la navigation, puis je me rends compte que les batteries, elles étaient mortes. Donc en fait, j'ai fait 3 jours en semi-blackout, à barrer énormément. Enfin, c'était merdique, quoi. Et ça, tu vois, c'est des trucs, quand t'as jamais fait, tu peux pas savoir que tes batteries, elles sont mortes. En fait, maintenant, si j'achète un bateau, bah, je mets un testeur dessus, tu vois. Ou alors je vérifie, on laisse les batteries se décharger pendant 3 jours, on revient à prendre la tension. Et en fait, on voit si elles ont encore un peu de tension et si elles sont flinguées. Parce qu'un bateau en solitaire, ce qui te permet d'être en solitaire, c'est l'énergie à bord. C'est le pilote automatique. C'est les batteries qui te permettent d'avoir des feux. Bah, tu vois, typiquement, tu as la lumière en tête de mât qui fait qu'on te voit. Ton AIS qui signale à tous les bateaux aux alentours qui ont des récepteurs AIS. Bah, c'est comme les avions, ta vitesse, ton cap. Et donc, pour savoir s'il y a une route de collision potentielle. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui sont mais, fondamentales en solitaire, bah, moi, ça déconne, quoi. Donc en fait, en général, oui, t'achètes ton bateau, tu fais 2-3 petites bricoles, et vite tu vas naviguer pour essayer de l'apprivoiser. Bah, moi, ça s'est passé un peu en 2 temps quand même. Je l'ai mis à l'eau un peu vite, je l'ai vite ressorti de l'eau quand même. C'était un carnage. Et ce que j'entends, c'est que t'avais presque pas, comment dire, l'expérience théorique. Non, mais j'avais rien. Et en fait, si tu veux, au final, même si j'ai passé beaucoup de temps sur un bateau quand j'étais jeune, moi j'ai appris la voile dans les bouquins en école d'ingé, quoi. J'ai acheté les Glénans, j'avais acheté la navigation pour les nuls, tu vois. J'ai acheté le livre de météo de Jean-Yves Bernot et je les ai potassés à fond. Et donc oui, quand je suis sur un bateau, je savais choquer, border, tout ça, il n'y a pas de souci, parce que je l'avais compris théoriquement, quoi. Et donc à mettre en application, ça se fait assez bien. Mais il y avait des petits détails en plus, que ça, c'est clairement du boulot, quoi. Enfin, c'est un vrai métier de préparer un bateau. Donc tu vois, toutes les petites ficelles qui pétaient partout, toutes les pièces mécaniques, en fait, qui étaient à moitié usé, enfin le bateau il était vraiment dans un mauvais état, quoi. En fait tout était usé, c'est que le bateau il était très sain, tu vois la coque, tout ça, il n'y avait pas de souci à se faire structurellement parlant, il n'allait pas se fondre en deux. Mais toutes les pièces étaient usées, quoi. Et tu vois, il y a une fois par exemple, je prends le raz Blanchard, donc c'est un petit peu après Cherbourg je crois, et ça, t'avais beaucoup de vagues liées au courant. Et donc le bateau il tape fort dans les vagues, et là je vois mon mât qui commence à gigoter. Mais je dis c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est ce qu'on appelle la cale des tambrais, et c'est ce qui cale ton mât au niveau du pont. Bah moi, elle est partie, tu vois, toute seule. Et en fait, en la voyant en bas en 3 morceaux, j'ai compris pourquoi elle était partie, c'est parce qu'elle était bousillée, quoi. Mais ça, si t'as pas l'œil, tu sais pas, en fait, tu penses pas que ça peut être bousillé. Et tout était comme ça, tu vois, les safrans qu'on failli se casser, enfin. Puis la Transat, je te raconte. La Transat, au final, ça a été l'apogée, parce que déjà, pour se qualifier, je vais te le raconter, mais c'est vrai, parce que du coup, tu vois, pour faire une mini transat, la règle de base, c'est t'as ton bateau, donc c'est un couple bateau-marin, t'as une qualification à faire en course, et donc ça, en fait, faut enchaîner les courses jusqu'à atteindre un nombre suffisant de 1000 en course, qui est de 1500 000, je crois, et dont une course en solitaire, dont une course de 500 000, un truc comme ça. Tu vois, en fait, pour justifier que tu es apte à naviguer sur ton bateau en solitaire en course, parce que la mini transat, c'est quand même avant tout une course. Et il y a une autre qualification qui s'appelle la qualification hors course, et qui est un parcours pour les gens en Atlantique, qui part d'un port en Atlantique. Tu montes, en fait, tu traverses la Manche, tu montes jusqu'en Irlande, tu vas enrouler une bouée en Irlande, tu redescends, donc tu retraverses la mer d'Irlande, la Manche, tu longes la côte française. Il y a le plateau de Rochebaune qui est en gros à 100 000 au large en face de La Rochelle. Tu dois contourner, tu dois passer sous le pont de La Rochelle et retourner au port de départ. Et ça fait à peu près 1800 km, tu vois, en ligne directe. Et ça, c'est un examen, c'est l'examen de la mine. Ça fait combien de jours de nav? Si t'es rapide, il y en a qui le font en 5 jours. Si t'es pas rapide, c'est 10-11 jours, quoi. Et donc, ouais, tu vois, t'enchaînes. En gros, en cumulé, quand t'arrives à la mini transat, t'as déjà la distance minimum de la durée en 1000 de la mini transat, tu l'as déjà faite.
c'est comme si tu avais déjà fait une mini transat par étape, quoi. Donc ça, c'est ce qui valide la qualification à la mini. Parce que, comme je t'ai dit, c'est des petits bateaux. Faut être à mariner parce que ça peut être dangereux, quoi. Si tu te lances directement sur une mini transat où tu sais à peu près que tu vas rencontrer toutes les conditions et de vent fort et de vent faible, sur un petit bateau, si tu sais pas le gérer, si t'as pas confiance, c'est compliqué. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, la vraie difficulté de la mini transat, c'est pas d'acheter un bateau, c'est surtout de réussir à se qualifier pour être au départ, quoi. Et donc c'est un peu là où moi j'ai eu du bol, mais j'en ai sué. Parce que tu vois, en fait, tu sépares cette qualification en 2 ans. Parce que la faire en une année, c'est possible, mais c'est très très sport, quoi. Parce que ça veut dire que, du coup, c'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, tu mets ton bateau à l'eau, les courses commencent en avril, et après, tu fais une course, puis 1 semaine et demie ou 2 semaines après, tu es de nouveau en course. Donc tu te reposes jamais, parce que si tu bosses à côté, parce qu'en général, ça c'est le triptyque des gens qui n'ont pas d'argent, tu vois, qui n'ont pas de sponsor. Du coup, forcément, tu bosses à côté. Donc en fait, t'enchaînes course, boulot, préparation du bateau, parce qu'en général, en course, tu pètes des trucs. Donc en gros, tu fais des nuits, je sais pas, je pense que, tu vois, les 3 premiers mois de l'année, je faisais une nuit blanche par semaine. Donc tu fais ça, mais pas longtemps, quoi. Après, tu arrives sur les rotules. Et moi, j'étais sur les rotules, c'était le début de la saison. Donc là, tu dis, mais en fait, je vais me faire défoncer. Et comme tu tiens à ton rêve, comme n'importe qui en gros, qui démarre sa boîte sans trop d'expérience, quoi, tu t'accroches, en fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ma petite fierté, tu vois, de la mini transat, c'est d'avoir rien lâché, parce que j'ai eu pas mal de pépins, tu vois. Il y avait une grosse course, la mini en mai. C'est une course qui est assez importante dans le calendrier, justement pour la mini transat, parce qu'elle fait 500 000. Donc c'est un tiers de ta qualification en course. C'est hyper important, tu vois. Et donc cette course-là, l'année où je l'ai faite, on a pris un bon front, pas mal de vent, tu vois, au près, en sortie de... Ça partait de la Trinité, et juste en sortie de baie de la Trinité, quoi. Et donc là, on était 100 au départ, et dans les 8 premières heures, il y a eu 50% d'abandon. Donc on s'est un peu fait défoncer, tu vois. Il y a eu des dématages, il y a eu des blessures, il y a eu des safrans pétés, enfin, on a pris cher. Moi, je me souviens, dans une vague, il y a une vague qui déferle, et mon bateau a surfé à l'envers, tu vois. Au près. C'était un peu engagé, quand même. Et en plus, plus t'étais lent, donc forcément, plus t'es en bateau, plus t'as un vieux bateau, plus t'as de problèmes techniques, plus ça se renforçait. Moi, forcément, que de tableau, je me suis fait défoncer, quoi. Mais tu vois, c'est pareil. Obligé de pas lâcher, parce que comme j'avais rien fait en 2022, que réparer mon bateau, en 2023, si j'abandonnais une course, il n'y avait pas de mini transat, quoi. Et en fait, c'est là où, tu vois, je pense que la bascule, elle se fait entre les gens qui sont motivés vraiment, qui veulent absolument réaliser leur rêve ou pas, quoi. C'est que quand tu as une vraie difficulté en face de toi, jusqu'où tu es prêt à t'engager pour que ça marche. Je repense à la mini en mai, mais je pars du port, et en fait, j'avais mon pilote automatique qui marchait pas. Je me souviens. Tu sais, le mec, en fait, comme on n'a pas de moteur, c'est un petit bateau, un petit Zodiac qui me tracte. Et donc, on hisse nos voiles pendant qu'il nous tracte. Puis après, on est sous voile, on se débrouille, quoi. Donc là, je vais pour mettre mon pilote automatique pour ranger les parbattages. Et en fait, mon pilote, il s'enclenche pas. C'est quoi ce bordel? Et donc, j'ai pris le départ comme ça. La gare, mais tu te dis, putain, c'est pas possible, je pars pour 500 000. Donc, en gros, 5 jours de mer, quoi. Là, on sait qu'on va prendre une cartouche dans les premières heures. Et moi, j'ai pas de pilote automatique. Donc, ça veut dire que je sais que je suis cloué à la barre, quoi. Donc improbable, mais du coup comme c'était au près dans la baston, je mettais mon bateau, en gros je l'avais réglé un petit peu de manière tolérante, tu vois, les voiles au près mais un petit peu ouvertes comme ça. Quand il y avait une survente, il se mettait un peu le nez dans le vent, donc les voiles façaillaient, du coup il réabattait et puis il avançait comme ça, tu vois, c'est un peu en zigzagant, quoi. Mais comme c'était au près, ça marche, je pouvais lâcher la barre. Mais par contre, ça gigote un peu, quoi. Et en fait, donc j'ai fait le début de course sans être à la barre du bateau à réparer le pilote. Et tu vois, alors qu'il a commencé déjà à voir les premiers abandons, les premiers dématages et tout, quoi. Donc moi, pendant ce temps-là, délire, je répare mon bateau, il n'y a rien qu'à aller, quoi. Le touriste piou-piou. Mais ouais. En fait, le seul truc qui a fait que cette nuit, au final, tu vois, c'est un peu cette hargne. Et c'est ça, en fait, la vraie différence. Je pense que si le plus dur, c'est de trouver un truc qui te passionne, et après, tu vois, tu trouves ton énergie pour aller au bout des choses, quoi. Mais c'est ça, moi, je pense, le truc qui a fait que j'ai pu faire la mini transat. C'est justement ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que je crois que quand t'as ce rêve-là au fond de tes tripes là qui émerge, ça enclenche quelque chose. Tu vois, il y a autre chose. Pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez déjà vécu ça c'est là que je veux aller. T'es complètement novice parce que le rêve, tu mesures pas encore ce que ça va engager dans la réalité.
Mais c'est pas parce que tu te prends une boîte que tu lâches l'affaire, quoi. Non, mais complètement. Puis tu sais, tout. En plus, c'est pareil, tu vois. Toi, t'y crois de tout ton être, quoi. Donc tu donnes tout ce que t'as. Moi, en plus, tu vois, j'avais un emprunt, je bossais à côté. Enfin, je donnais tout ce que j'avais, quoi. Pour le coup. Et donc forcément, tu te dis, mais je vais pas abandonner maintenant. Enfin, tu te souviens des nuits sur le parking, tu te souviens du prêt bancaire, tu te souviens de toutes les nuits blanches que t'as déjà faites. Tu te dis, non, mais c'est mort pour 5 jours, là. Jamais j'abandonne, hein. Et tu vois, pareil, bah, sur cette même course, en fait, tous les impacts et tout, en fait, j'avais mal serré les vis du palier de quilles, parce que nous, on a des quilles qui basculent à droite, à gauche sur les bateaux de course. Donc en plus, c'est un peu des usines à gaz, les trucs, quoi. Et bah, tu vois, en arrivant à la fin de la course, je me rends compte que ma quille, sur la dernière nuit, était en train de se barrer. Et donc, je voyais de la limaille de fer qui coulait par les écrous qui tenaient la quille, quoi. Parce que ça gigotait, donc ça se limait. Et tu te dis, mais bordel, enfin. Tu vois, cette course-là, ça avait été un carnage, quoi. Mais faut pas lâcher. Et en fait, c'est pareil pour tout, hein. Si tu veux vraiment réussir, il y en a plein qui veulent réussir. C'est quoi la différence au final qui fait que pour un ça marche, pour un ça marche, il y en a qui sont très doués, il y en a qui ont un contexte particulier qui fait qu'ils sont favorisés au départ. Mais pour beaucoup, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas lâché, qu'ils ont bossé, quoi. Tu vois que tu as mis un peu de sueur un peu partout, quoi. Tu as transpiré. Ça sera la conclusion de cette première partie d'épisode. Merci Jean-Baptiste. Ne lâchez rien si vous avez un rêve. Rappelez-vous, comme tu le disais, de finalement tout ce que j'ai fait pour en arriver là. À très vite pour la seconde partie de cet épisode. Alors voilà, JB de Sansonetti sur le 335 qui était très demandé et qui nous fait des petits coucous si jamais, voilà. Ah voilà, il a bien rangé sa brise, tout est en ordre sur son bateau, nickel, il est concentré. Il règle son bateau. Doit être précis, regardez, il a fait un petit nœud. Ah non, c'est son Solène qui revient là, j'ai cru qu'il c'était son écoute qui enrobait. Bah, voilà, un bateau qui a du vécu, mais le bateau qui était skippé par Anthony de Marchand, quand on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui, on souhaite le meilleur et la même chose à JB. C'est ce qu'il souhaite, hein. Anthony Marchand qui a repris la barre de trimaran actuel qui était précédemment skippé par Yves Le Blévesque, donc effectivement très 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 belle histoire pour ce 335 qui a vu passer des bons marins. Ouais. Eh bien voilà, on va vous quitter sur ces images.